Quand je me suis réveillé dans cette maison, j'ai directement regardé le bracelet que j'avais à mon bras. Un bracelet avec des perles en bois. C'était un bracelet avec des perles en bois. Je l'ai regardé immédiatement, à mon poignet. J'avais un bracelet avec des perles en bois qui avait été peintes en noir. Le premier bracelet était un bracelet avec des perles en bois. Je l'ai regardé. Elles n'avaient pas été peintes en noir. Elles étaient uniquement en bois, brunes. Je l'ai regardé et certaines des perles étaient blanches. Il y avait des perles blanches et le bracelet était en bois. Mon nom était inscrit sur les perles blanches. Des perles en ivoire. Des perles qui étaient en ivoire, mon nom était inscrit dessus. Malik. Je me suis réveillé et j'ai regardé les deux autres bracelets, des bracelets noirs avec des perles noires. J'ai regardé dehors, j'étais dans une maison. J'étais dans une maison inhabitée, une maison qui avait brûlé. Cette maison avait brûlé, les briques étaient noires. Elles étaient noires, noires de poussière, noires de suie. Et quand je me suis levé, je me suis dirigé à la fenêtre. J'ai posé mes mains sur le devant d'une vitre. J'ai posé mes mains sur le devant d'une vitre et j'ai regardé. Il y avait l'eau qui s'écoulait et je pouvais entendre le courant de la mer. Je pouvais entendre le courant de la mer, sentir le vent sur mes joues, sentir la fraîcheur de l'extérieur. J'ai regardé dehors, patiemment. Patiemment, j'ai regardé dehors. Je pouvais sentir la fraîcheur du vent. Je pouvais sentir la froideur de l'air. Il faisait froid, il faisait frais. J'étais dans cette maison. Assis sur le bord, j'ai pris un bandage blanc et je l'ai enroulé autour de mon poignet. Je l'ai enroulé autour de mon poignet. Ensuite, avec ce même bandage blanc, que j'ai enroulé autour de mon poignet, autour de mes mains, que j'ai serré très fort contre mes paumes de main et contre mon poing, je l'ai enroulé, je l'ai serré. Je l'ai coupé avec une paire de ciseaux qu'il y avait dans mon jeans, que j'ai retiré. Et ensuite, je l'ai posé par terre. Je me suis assis par terre, j'ai pris mes poings. J'ai d'abord pris mon poing droit, et j'ai serré très fort dans le bandage. J'ai senti qu'il ne se défaisait pas. Et j'ai serré très fort le poing droit. Ensuite, j'ai levé la main gauche. J'ai ouvert la main, écarté les doigts, et serré très fort le poing gauche. J'ai senti que, comme à droite, le bandage ne se défaisait pas. Je me suis levé et je me suis dirigé vers mon sac. J'ai pris mon sac noir, j'ai rangé mes gants de boxe. J'ai fait un nœud avec les lacets noirs. Je les ai rangés dans mon sac. J'ai fermé la tirette. J'ai tout de suite senti une odeur de nourriture. J'ai senti une odeur de nourriture chaude, bonne à manger, qui venait d'être préparée. Et j'ai vu à l'extérieur une maison, la porte ouverte, et j'ai senti, sans même sentir, sans avoir réellement pu sentir une odeur, j'ai senti instinctivement que l'odeur venait de là-bas. L'odeur venait de là-bas, de cette porte ouverte, de cette maison qui était sur le côté et qui attendait, avec un arbre mort sur lequel il n'y avait plus qu'une seule feuille vivante. Il n'y avait plus qu'une seule feuille vivante sur cet arbre mort. À côté, cette maison était en briques, des briques brunes, très foncées. Il y avait une fenêtre ouverte et de la fumée qui s'en émanait. La porte était ouverte et une jeune fille avec un voile brun, un voile noir et un voile rouge était assise sur les marches. Elle avait le regard triste, effaré, et elle regardait par terre. Je me suis assise à côté d'elle, j'ai ouvert mon sac. J'ai pris mes gants de boxe et je les ai mis entre ses mains. J'ai regardé la jeune fille, elle a souri, elle m'a regardé moi.
Elle a ouvert la porte et elle est rentrée. Je ne savais pas si elle appelait sa mère ou non, mais je suis rentré avec. J'ai pris mon sac, j'ai pris la sangle de mon sac. Je l'ai mise sur mon épaule. J'ai regardé une nouvelle fois à l'intérieur s'il y avait mes gants de boxe, et je suis rentré. À l'intérieur, cette fille m'a chaleureusement accompagné. J'y suis retourné le lendemain, traînant les pieds, comme si je rentrais dans les abîmes. Comme si je rentrais dans les abîmes, traînant les pieds. Le lendemain, j'y suis revenu. Je me suis installé à la fenêtre, et j'ai regardé, laissant les pieds dans le vide, laissant balancer les jambes. Laissant balancer les jambes, laissant les pieds dans le vide, je m'y suis installé. Je suis resté là un bon moment, jusqu'à ce qu'une jeune fille vienne me voir. Je me suis accroupi devant elle, et la jeune fille m'a regardé. Elle s'est installée contre le mur, m'a fait une place, a bougé un vieux drap, tout sali par les cendres. Tout sali par les cendres, elle a bougé un vieux drap, de couleur rougeâtre, orange. De couleur orangeâtre, rougeâtre, elle a bougé ce vieux drap, et elle s'y est installée. Elle m'a fait une place, et je suis venu m'asseoir à côté d'elle. J'ai d'abord mis un genou à terre, ensuite une main sur le sol, puis je me suis assis par terre. Je me suis assis par terre, les jambes tendues, puis j'ai croisé les jambes. J'ai regardé la jeune fille, et je lui ai demandé en indien. En indien, je lui ai demandé « Est-ce que je dois rester ici pour toujours ?» Elle m'a regardé, a pointé du doigt le soleil derrière moi. Elle a souri, d'un air chaleureux, d'un air gentil et aimable. Et puis elle a pointé un immeuble juste derrière moi, derrière lequel se trouvaient des lignes et des lignes sur lesquelles des vêtements étaient suspendus. Il y avait des lignes et des lignes sur lesquelles du linge et des vêtements étaient suspendus. Elle m'a montré cet appartement. J'ai regardé à une fenêtre et j'ai pu apercevoir une femme. J'ai vu cette femme qui était là, que j'ai aperçue un peu plus loin. Elle m'a fait signe, je lui ai fait signe. J'ai continué avec mon sac. Et je suis rentré plus tard. Plus tard, je suis rentré dans une maison vide, cette même maison que j'avais aperçue. Et j'y ai trouvé mes gants de boxe. Que faisaient mes gants de boxe là? Je ne savais pas. Je n'en avais aucune idée. Je ne savais pas ce qu'ils faisaient là. Je ne savais vraiment pas. Alors j'ai continué mon chemin, inconsciemment. Inconsciemment, j'ai continué mon chemin. Et je suis parti. J'ai été finalement tout au bord de la plage. Je ne savais pas pourquoi j'étais rentré dans cette maison. Je ne savais pas pourquoi j'avais trouvé mes gants de boxe. Je ne savais encore moins pourquoi j'avais fait signe à cette femme. Mais ce que je savais, avec mon sac sur le dos, c'est que quand je suis arrivé sur la plage et que j'ai senti mes chaussures devenir soudainement chaudes, quand j'ai senti mes chaussures devenir soudainement chaudes à cause du sable, je savais que l'Inde, c'était mon pays favori. Je resterai ici à Mumbai pour toujours. Alors quand je suis arrivé sur le sable, j'ai vu au loin l'eau de la mer, qui commençait à devenir de plus en plus claire. Certes, je ne savais pas pourquoi j'étais dans cette maison. Certes, je ne savais pas pourquoi cette maison m'intriguait autant. Et encore moins, je ne savais pas pourquoi j'y étais allé. Encore moins, je ne savais pas pourquoi je m'y étais réveillé, sans aucun souvenir. Sans aucun souvenir de qui j'étais, de où j'étais allé, de qu'est-ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais quand je suis arrivé sur la plage, rien ne m'était revenu. Rien. Rien ne m'est revenu quand je suis allé à la plage. Mais c'est comme si tous les souvenirs m'étaient revenus. C'était comme si tous les souvenirs m'étaient revenus quand je suis allé à la plage, alors que rien du tout ne m'était revenu, aucun souvenir. Je me souviens avoir une seule chose
je me souviens m'être souvenu d'une seule chose. Je me souvenais du goût du sang que j'avais pendant les matchs. Pendant les matchs de boxe, je me souvenais du goût du sang que j'avais dans la bouche. Je me souvenais du goût de l'eau que j'avais dans la bouche et du goût du métal que j'avais dans la bouche. Je me souvenais de ça et j'étais au bord de la plage. Le goût du sang que j'avais dans la bouche, le goût du métal, tout ça je m'en souvenais. Et je me souvenais aussi de la douleur quand on me frappait au visage. Je me souvenais aussi du goût du sang que j'avais dans la bouche après qu'on m'ait frappé au visage, de l'eau que je buvais juste après un match pour m'hydrater, et aussi de la transpiration que je pouvais sentir dans les vestiaires quand je me changeais, l'air frais que je pouvais ressentir quand je sortais des vestiaires, mais rien d'autre. Et je ne savais pas pourquoi cette maison me fascinait. Le lendemain, à côté d'une école secondaire, je suis arrivé. Kaan m'attendait. Kaan m'attendait à côté d'une école secondaire. J'y ai déposé mon sac par terre et je me suis assis sur un tronc d'arbre qui était tombé sur le côté. Il y avait un tronc d'arbre qui était tombé sur le côté et je me suis assis dessus. Kaan me rejoint. Quand Kaan m'a rejoint, il a regardé l'école secondaire. J'ai regardé l'école secondaire comme lui. Et puis on s'est levé. Quand je me suis levé, il a eu le réflexe de me lancer un ballon. Je l'ai rattrapé avec les 2 mains. J'ai fléchi les jambes et j'ai commencé à jouer avec lui. On s'est entraîné. D'abord, on s'est entraîné au basket. Il m'avait donné un t-shirt noir, sans manches. Il m'avait donné un t-shirt noir sans manches et il m'a regardé. J'ai enlevé le mien qui était gris, un t-shirt à courte manche. Je l'ai retiré, je l'ai plié. Ensuite, je l'ai mis dans mon sac. J'avais aussi un t-shirt blanc. J'avais aussi un t-shirt blanc avec moi, pour remplacer le gris, au cas où. Il m'a donné le noir, c'était un t-shirt noir, sans manches. Je l'ai mis et il m'a regardé. Il a penché la tête légèrement sur le côté. Légèrement sur le côté, il a penché la tête. Moi, j'ai sorti mon t-shirt gris et mon t-shirt blanc. Je les ai pliés une fois, puis je les ai pliés 2 fois, puis je les ai pliés une 3e fois, et la 4e fois en carré. Je les ai posés l'un à côté de l'autre. Ensuite, je les ai posés l'un sur l'autre. Ensuite, je les ai mis dans mon sac. Je suis revenu sur le terrain et on a continué à s'entraîner. Kaan était là, avec la balle en main. Il me la lançait. On est rentré à l'intérieur du lycée et on a demandé à une dame qui s'est présentée. Elle était habillée avec un vêtement noir, un dessus noir et un jeans noir. Elle avait des chaussures à talons aiguilles, un jeans noir, un vêtement noir. Quand elle m'a regardé, elle a souri. Elle a recoiffé ses cheveux en passant sa main dans ses cheveux. En passant sa main dans ses cheveux derrière son oreille, elle a recoiffé ses cheveux lisses et noirs. Elle m'a regardé et ses yeux étaient brun noisette. Je l'ai vue, je lui ai souri et je lui ai demandé « Où est le terrain ?» Elle m'a demandé « Quel terrain ?» J'ai dit « Le terrain de boxe ». Elle a dit qu'il fallait marcher à droite, qu'il fallait continuer tout droit, longer la droite, et puis qu'il y aurait une porte qui se présenterait à gauche. On a passé cette porte, il était écrit terrain de boxe. Il y avait évidemment plusieurs punching balls qui étaient accrochés. Il y en avait un grand noir sur lequel il y avait des traces rouges. Le grand noir, dessus, il y avait des traces rouges. Je ne sais pas si c'était des traces de sang ou alors des traces de tissu. C'était peut-être des traces d'usage, peut-être qu'il avait été trop utilisé, peut-être qu'il était trop usé, et peut-être que le rouge, c'était l'intérieur du punching ball. Je l'ai regardé, je l'ai pris, je l'ai serré très fort avec mes mains, et j'ai appuyé dessus, j'ai frappé une fois dessus. Ensuite, je suis passé au deuxième, qui était entièrement noir, recouvert de cuir, et bien dur. Il était bien dur, recouvert de cuir, et il penchait. Il penchait sur le côté légèrement, peut-être qu'il y avait trop de sable à l'intérieur. Je l'ai regardé,
J'ai penché la tête, levé les épaules, je l'ai serré, j'ai appuyé dessus, j'ai mis ma main droite dessus, à plat. À plat, j'ai mis ma main droite dessus. J'ai retiré ma main droite. J'ai senti qu'il était bien dur et bien ferme. Dur. Après avoir mis ma main droite à plat dessus, je l'ai retiré. J'ai passé un bandage autour de ma main. Autour des phalanges de la main droite. J'ai passé un bandage. Je l'ai serré très fort, en passant une fois de travers. Autour de mon poignet, en passant une deuxième fois de travers dans l'autre sens autour de mon poignet, puis autour de mon poing. J'ai serré très fort avec le bandage. J'ai commencé à frapper dessus, et j'ai gardé ma main contre. Et j'ai frappé dessus plusieurs fois. Je suis passé au suivant, et je me suis installé à la fenêtre. En face, j'ai regardé tous les punching balls, et j'ai dit en pointant du doigt Khan, je lui ai dit « Tiens, vas-y, toi, choisis ». Il a été en chercher un, s'est installé derrière, et l'a tenu comme si j'étais prêt à frapper dessus. Aujourd'hui, en quittant la maison, j'avais décidé de partir. Aujourd'hui en quittant la maison, et je suis allé sur un chantier. Et j'ai marché. Le long du sentier, il y avait des petites dalles en bois. Le long du sentier, toutes les unes après les autres, comme si ça avait été découpé dans un tronc d'arbre. Il y avait des petites dalles en bois qui avaient été faites, toutes les unes sur les autres. Dès qu'il y en avait une qui était posée, l'autre était posée par-dessus, et ainsi de suite. L'autre était posée par-dessus, et par-dessus, et par-dessus, et par-dessus, encore et encore. Et ça durait comme ça tout le long du chemin. Le chemin s'était arrêté au bout de la forêt. Le chemin s'était arrêté. Je me suis avancé vers un tronc qui était tombé par terre. Je me suis assis contre ce tronc d'arbre qui était tombé par terre. J'ai ouvert mon sac. J'ai pris du bandage, plusieurs bandages. J'ai posé plusieurs bandages par terre. Il y avait peut-être 9, 8, peut-être 10 ou 13 rouleaux. Il y avait peut-être 13 rouleaux de bandages, peut-être 9, que j'avais posés par terre. Le premier rouleau de bandage, je l'ai enroulé, comme je pensais pouvoir le faire. Je l'ai enroulé autour d'un arbre, un petit arbre, pas très grand. J'ai été trouver un arbre, c'était un chêne, un jeune chêne. Dans la forêt, j'avais trouvé ce jeune chêne, et j'ai enroulé le premier rouleau de bandage, je l'ai enroulé autour du jeune chêne. J'ai tourné, autour du jeune chêne. J'ai fait 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, en tournant autour du chêne. Puis après, j'avais lâché le rouleau. J'ai coupé avec les ciseaux que j'avais dans ma poche arrière. J'ai repris un autre rouleau. J'ai fait 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, et encore 1 pas, autour d'un autre chêne. Autour du même chêne, j'ai repris un rouleau, et j'ai fait la même chose. Il y avait un autre arbre. Il y avait maintenant un arbre qui avait été enroulé avec un rouleau de bandage, un deuxième qui avait été enroulé avec un rouleau de bandage, et un troisième avec un rouleau de bandage. Je les regardais tous les trois, et je suis allé voir un autre arbre, un peu plus loin. Je l'ai enroulé avec les bandages qu'il restait, et je suis resté là. Contre le premier, j'allais m'exercer à frapper. Contre le deuxième, j'allais m'exercer à frapper avec les mouvements. Simplement. Je retenais une main contre moi, et la deuxième, je la tendais pour frapper, comme un poing. Le poing serré, le bras plié.
le bras tendu, le poing serré, le bras plié, le poing tendu, le poing tendu, le bras tendu, le poing serré, le bras plié, le bras plié, le bras tendu, le poing serré. Et je continuais comme ça, encore et encore. Je continuais encore et encore. J'étais droit, devant l'arbre, devant le premier arbre, j'étais droit, les épaules redressées, le buste vers l'avant. J'inspirais très fort, je remplissais mes poumons d'air, le buste vers l'avant, les épaules redressées vers l'arrière, les bras tendus, sur le côté, pliés, pliés et posés sur mes cuisses, les mains à plat. Ensuite, je tendais le bras, je serrais le poing, je pliais le bras, je tendais le bras, je serrais le poing, je pliais le bras, je tendais le bras, je serrais le poing, et je faisais le même mouvement répétitivement, faisant semblant de frapper sur le premier arbre. Ensuite, sur le deuxième arbre, là où j'avais mis le deuxième rouleau, je frappais, je frappais, je frappais, et je frappais, toujours plus fort, jusqu'à ce qu'une branche se détache et tombe sur mon pied. Une branche s'était détachée et était tombée sur mon pied. Et le troisième arbre, sur lequel j'avais mis le reste des rouleaux, là je frappais comme si je boxais sur un punching ball. Je frappais, je frappais, je frappais, comme si je boxais un punching ball. Ensuite je me suis retourné, et un homme étrange avec sa mallette m'a regardé. Et il m'a dit « Vous êtes boxeur, non ?» Il m'a dit qu'il était agent immobilier, et qu'il voulait me faire grimper. Il voulait que je sois son étoile montante. Quand je suis arrivé, il était là. Il était là quand je suis arrivé, et il m'a dit « Tu t'appelles comment ?» J'ai levé la tête en prenant une bouteille d'eau dans mon sac. En prenant une bouteille d'eau dans mon sac, j'ai levé la tête. Je me suis levé en m'appuyant sur mon genou. En m'appuyant sur mon genou, je me suis levé, un genou à terre et un pied à terre. Un pied à terre, un genou à terre, je me suis levé. Je l'ai regardé, j'ai penché la tête sur le côté, et je lui ai dit « Je m'appelle Malik. » Et vous ? D'un air pas très sûr de moi. Je ne suis jamais trop sûr de moi, je préfère ne pas être sûr qu'être sûr. Alors je l'ai regardé sans être trop sûr. Et là, je me suis levé, en m'appuyant sur mon genou. En m'appuyant sur mon genou, je me suis levé, et j'ai dit « Je m'appelle Malik, et vous ?» Il m'a répondu « Kena. Je fais monter les personnes qui ont du potentiel. » Il m'a regardé et il a dit « Et toi, je remarque que tu as un haut potentiel dans la boxe. » Je me suis reculé, et je me suis cogné légèrement contre la racine d'un arbre. Je me suis cogné contre la racine d'un arbre, et puis ensuite, j'ai reculé encore une fois en regardant derrière moi. Je me suis cogné contre un tronc. Je me suis avancé finalement, et j'ai dit « C'est pas de la boxe, c'est du MMA. » Il m'a regardé et il m'a dit « Pourtant, tu étais en train de frapper cet arbre. » Je lui ai dit « Mais c'est pas de la boxe, c'est du MMA. » Il m'a regardé et il m'a dit « Peu importe, MMA ou boxe, tu as du haut potentiel. Tu as un haut potentiel et je peux te faire grimper. Tu vas devenir mon disciple, m'a-t-il dit. » Il s'est installé par terre, il a replié ses jambes contre lui, et pourtant il était en costard. Pourtant il était en costard, un costard noir, bien taillé, peut-être même taillé sur mesure. Peut-être même taillé sur mesure avec un costard noir, avec une petite poche ouverte. Sur le côté gauche, il avait une petite poche ouverte avec un foulard rouge. Il avait une petite serviette blanche, pliée en 4 morceaux. Pliée en 4 morceaux différents, il y avait cette serviette blanche à l'intérieur, qui avait été placée dans sa poche. Une petite serviette en tissu blanc, qui avait été pliée en 4 morceaux distincts. Elle avait été pliée en 4 morceaux distincts et placée dans sa poche gauche, qui était un petit peu ouverte. Il y avait ce foulard rouge qui dépassait très légèrement, qui avait été plié comme une rosace, comme un origami. Elle était placée dans sa poche, et elle dépassait un peu. Lui, il s'est juste essuyé le devant. Il s'est juste essuyé les cuisses,
et l'arrière des jambes. Ensuite, il s'est assis par terre, redressant ses jambes contre lui. Il a croisé les jambes et il a commencé à me parler. Il m'a parlé de mon haut potentiel dans le MMA et dans la boxe, même si je ne pratiquais pas la boxe, mais le combat libre. Alors il m'a regardé et il a dit « Je veux que tu deviennes mon disciple, mon boxeur, la personne que je vais parrainer, la personne que je vais suivre, et je vais te guider en tes démarches. » Je l'ai regardé, et je regardais de temps en temps l'arbre qu'il y avait derrière lui. C'était un arbre brun, presque noir, tout tordu. C'était un arbre brun, presque noir, tout tordu. Je voyais que les racines avaient été brûlées. Les racines avaient été brûlées. Elles étaient noires. Et lui, il me regardait. Et il me disait en faisant des gestes de la main. Il me disait « Tu me regardes ou non ?» Moi, je me ressaisissais. Je secouais la tête, je me ressaisissais. Je regardais mon sac. De temps en temps, je mettais ma main à l'intérieur. Je prenais ma bouteille d'eau et je buvais. J'ai bu 1 fois, 2 fois, 3 fois peut-être. Et puis je les regardais. Je me déconcentrais en regardant l'arbre derrière lui. Et il me disait « Je vais te faire grimper comme une étoile montante ». Il ne cessait jamais de répéter ça. « Je vais te faire grimper comme une étoile montante. Tu seras mon disciple. » Dans ma tête, moi, il y avait une voix qui résonnait et qui me disait « Depuis quand je suis le disciple de quelqu'un ?» Je me regardais et je me souvenais de moi, avec ses bandages au poignet, avec ses bandages sur le poing. Je me souvenais de moi avec ses bandages sur les poings, avec ses bandages au poignet, qui frappait dans une salle de sport contre un punching ball. Et je me disais, je suis le disciple de personne, je n'ai pas besoin d'une personne pour me parrainer, pour me suivre, ou pour savoir ce que je dois faire en tant que boxeur. Je suis parti du Brésil. Mais une fois arrivé à l'aéroport, quand j'étais là-bas, je voyais les compteurs s'afficher, avec les heures, les avions et les horaires. Il y avait cette grande affiche interactive, électrique. Devant moi, qui affichait les heures, les moments et les avions qui passaient, les différentes heures à laquelle ils allaient décoller, arriver, ou alors peut-être les pistes de décollage, les différentes pistes, les différents numéros. Et je regardais ça, tenant ma valise fermement. Je tenais une mallette noire fermement dans ma main, et une valise à 4 roues que je faisais rouler à côté de moi. Je tenais cette valise à 4 roues que je faisais rouler à côté de moi, et je regardais les horaires, les différents noms des avions, les différents horaires de décollage et aussi d'arrivée. De décollage, d'arrivée, je regardais les différents horaires. Il y avait cette femme blonde avec 2 enfants à côté de moi. Cette femme blonde avec 2 enfants à côté de moi m'a regardé. Elle m'a fait un signe et elle a vu mon poing. Elle a vu mon poing qui était recouvert de sang. Elle a un peu éloigné son enfant. J'ai trouvé ce geste très affectueux quand elle a éloigné son enfant. Tout ça parce que le poing que je serrais très fort. Le poing gauche, avait un bandage sur lequel il y avait encore des marques de sang. Il y avait encore des marques de sang sur le bandage, sur mon poing gauche, sur ma main gauche. Sur mon poignet, sur ma main gauche, sur mon poing, il y avait encore des traces de sang, des marques, comme si j'avais saigné. Mais je ne saignais pas. C'est simplement que j'avais frappé sur un bois. J'avais frappé sur du bois sur un bois, et frapper sur un punching ball, c'est aussi fort que frapper sur du bois. Alors de temps en temps, j'avais les mains en sang. De temps en temps. Alors j'ai vu cette femme à côté de moi. Elle m'a souri, même si elle avait reculé son enfant. Elle m'a souri. J'avais envie de lui parler et j'avais envie de lui offrir un café, de parler avec elle, de lui expliquer que j'étais boxeur, de lui expliquer que je faisais du MMA. Mais je n'avais pas le temps. Mon vol arrivait dans 5 minutes. Le vol que je devais prendre arrivait dans 5 minutes. L'avion que je devais prendre décollait dans plusieurs heures. Alors je n'avais pas le temps. Il fallait que je grimpe
il fallait que je mette mes bagages en soute, il fallait que je donne mon billet, et il fallait que l'hôtesse me fasse grimper dans l'avion, me conduise jusqu'à mon siège, et il fallait que je m'asseye. Donc je ne pouvais pas, tout simplement. Mais je m'imaginais bien si j'avais le temps devant moi. Si j'avais eu le temps devant moi, je m'imaginais bien offrir un café à cette femme et lui parler. Je ne sais pas comment elle s'appelle, j'ignore encore comment elle s'appelle. Assis dans mon siège dans l'avion, j'ignore encore comment elle s'appelle. Je mets mon casque sur mes épaules. Sur mes épaules, je mets mon casque, mes écouteurs, mon casque de musique. Je télécharge de la musique, je télécharge une playlist. Je ferme les yeux et je mets mon casque sur mes oreilles. J'entends la musique démarrer et je commence légèrement à m'endormir. Je m'endors et je pose ma tête contre la fenêtre. Je vois alors que l'avion décolle. Je ressens la puissance de l'avion et de l'engin. Je ressens la puissance de l'avion, de l'engin, de l'appareil décollé. Une fois que l'avion est dans les airs, je me réveille. J'ouvre les yeux et j'arrive à voir la Terre qui est minuscule. J'arrive à voir l'avion qui vole à plusieurs milliers de mètres d'altitude. L'avion est en train de voler à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Et je regarde. La Terre est minuscule, toute petite. Ça m'amuse. Et j'entends ma musique qui continue. J'entends ma musique qui continue encore et encore. Je viens de me réveiller. Je suis encore un peu endormi, mais je suis sous le charme du ciel. Je suis encore un peu endormi, mais je suis sous le charme du ciel. J'ai mes écouteurs sur mes épaules, je viens de les retirer. Je viens de les retirer, j'ai mes écouteurs sur les épaules. Je suis sous le charme du ciel, et je regarde attentivement dehors la grande aile blanche, l'aile droite de l'avion, sur laquelle je peux voir les deux moteurs. Je peux apercevoir les deux moteurs, les trois même. Il y a un moteur de l'avion qui est très près de là où je suis assis, donc je ne peux pas le voir. Mais je vois les deux moteurs sur l'aile, accrochés juste en dessous. J'entends le bruit et les grondements, les ronronnements du moteur. J'entends les grondements, les ronronnements du moteur. L'avion gronde et est en train de voler. Je sens que je suis à des millions de mètres d'altitude. Le paysage est très petit. La Terre paraît immense. Elle paraît gigantesque dans l'avion. Je me sens soudainement tout petit quand je regarde par la fenêtre, par le hublot. J'admire le paysage, et quand j'arrive un peu plus loin, je remarque que je suis arrivé. À l'aéroport, je tiens en main la même mallette noire et la même valise. De jour comme de nuit, à cause de Quena, j'enchaînais les rings de boxe. J'enchaînais les rings de boxe de jour comme de nuit. Alors quand je me suis retrouvé au Japon, à Tokyo, j'ai vu mon adversaire. Je voyais que lui ne ressentait absolument rien. Tandis qu'à moi, quand je l'ai vu, je me suis dit que si jamais je lui faisais mal, qu'est-ce qui se passerait? Alors j'ai regardé le public, je me suis tourné vers eux. Et quand j'ai vu que eux tous faisaient la hola, levaient les mains pour moi, je me suis dit, Malik, frappe. Une phrase m'est venue en tête, je lui ai répété après. Une phrase m'est venue en tête, quand j'ai senti le terrain sous mes pieds, quand j'ai senti l'odeur de la transpiration, de la sueur, l'odeur de la victoire, quand j'ai senti l'odeur de l'eau, de l'humidité, l'eau qui m'attendait sagement à côté d'un siège. L'eau qui m'attendait sagement à côté d'un siège, dans une gourde en plastique. J'ai regardé partout autour de moi. Une goutte d'eau par terre. Une gourde en plastique blanche avec un slogan. Une gourde en plastique blanche avec un slogan dessus. Une goutte d'eau par terre. Une goutte d'eau sur le torse. Ou alors une goutte d'eau sur le menton. Ou alors encore une goutte de sueur. Une larme. Ou alors une goutte sur le visage. Que je sois mouillé de transpiration, que je sois mouillé d'eau après avoir été m'hydrater.
Il y avait cette gourde blanche, qui m'attendait au coin du ring, avec un essuie à mon slogan, à mon effigie, juste à côté d'une chaise. Et j'étais là, devant tout le monde m'acclamait moi, et puis il y avait une part qui acclamait mon adversaire. Je regardais tout le monde avec cette part qui acclamait mon adversaire, et cette autre part qui acclamait, tout simplement moi, qui m'acclamait moi. Quand j'ai regardé tout le monde, j'ai levé les bras, faisant des gestes des poings et de la main. Je me suis préparé regardant sévèrement mon adversaire. Regardant sévèrement mon adversaire, je me suis préparé. J'ai entouré autour de mes mains, de mes poignets, autour du dos de mes mains, de mes poignets, de mes phalanges. J'ai entouré du bandage blanc autour de mes poignets. J'ai fait 1 tour, 2 tours, 3 tours. Les tours, je les faisais chaque fois en partant du milieu du poignet vers la droite. Puis je revenais et je partais du milieu du poignet vers la gauche. À chaque fois, je faisais une croix. Ensuite, je partais par-dessus et je tournais 1 fois, puis 2 fois, de manière l'une à côté de l'autre, de manière à ce que ce soit l'une à côté de l'autre. Je faisais une croix en tournant autour de mon poignet. Je partais de bas en haut, de gauche à droite, et puis de haut en bas, de droite à gauche. Ensuite, je revenais en arrière, et avec le plâtre, avec le bandage, ensuite, je faisais une petite tournante autour de mon poignet. Avec le bandage, je faisais une petite tournante autour de mon poignet, et je les faisais parallèlement. Ensuite, avec le plâtre qui avait à côté de moi. Je serrais très fort mon poing, et je me mettais un plâtre juste devant les doigts. Je serrais très fort mon poing, et je me mettais un plâtre devant les doigts. Je l'encerclais avec du bandage. Avec du bandage, je me mettais une marque de plâtre juste devant, pour que ça fasse un peu plus mal. J'étais assis face au ring. Face au ring, j'étais assis, et j'avais toujours une petite bande de plâtre avec moi. Avec moi dans mon sac, j'avais 4 petites bandes de plâtre. Il y avait une bande de plâtre noire, une bande de plâtre blanche, et j'en avais une pour chaque main. J'en avais 2. 2 bandes de plâtre noires et 2 bandes de plâtre blanches. Là, j'avais placé les bandes de plâtre juste devant mes 4 doigts, qui étaient serrés en poing. Mon manager est arrivé sur le ring. Quand il a vu comment j'ai serré le poing, il m'a dit de toujours garder le pouce sur le côté et de ne jamais serrer mon poing avec le pouce à l'intérieur, au risque de me casser le pouce. Je l'ai regardé et j'ai serré le poing. J'ai gardé le pouce sur le côté. J'ai mis la bande de plâtre à partir de mon pouce sur mes 4 doigts. J'ai entouré mon poing avec du bandage. J'ai fait une croix de bas en haut. J'ai fait une croix de haut en bas. Ensuite, j'ai entouré mon poignet. Et j'ai passé le bandage autour de mon poing. Devant, derrière, par-dessus, par-dessous, par-devant 1 fois, par-devant 2 fois, par-dessous encore 1 fois, et par-derrière, puis par-devant 3 fois sur la bande de plâtre. Ensuite, j'ai commencé à frapper, à esquiver. Il m'a frappé, il m'a réesquivé. J'ai refrappé et j'ai réesquivé. J'ai refrappé, tendant le bras. Je me souvenais de mes exercices dans la forêt. C'était le seul souvenir qui me revenait sur le terrain. L'odeur de la transpiration, l'odeur de l'eau que j'allais boire pour m'hydrater, l'odeur des gens et du maquillage que les gens se mettaient sur leur visage au niveau des pommettes, l'odeur du maquillage que les gens se mettaient au niveau des pommettes et sur les joues, aux couleurs de mes effigies.
aux couleurs de mes effigies, aux couleurs de mes bandages, aux couleurs de mon adversaire. Certaines personnes se maquillaient. Et je regardais ces personnes qui étaient maquillées aux couleurs de mon adversaire et à mes couleurs à moi. Mes couleurs à moi, c'était le blanc, l'orange et le noir. Le blanc, l'orange et le noir, c'était les personnes qui étaient maquillées à mes couleurs. Le bleu, le blanc et le rouge, c'était les personnes maquillées aux couleurs de mon adversaire. Ensuite, il frappait, et moi je restais là, en dessous de mes pieds, en dessous de mes baskets. Je ressentais précisément chaque endroit. En dessous de mes baskets, je ressentais précisément chaque endroit du ring, chaque parterre, chaque matelas en mousse. Chaque matelas en mousse qui a été endurci avec du sable, je le ressentais. Je mettais mon pied sur le côté, sur le côté, forçant avec ma basket et avec la semelle de ma basket. Forçant avec la semelle de ma basket, je ressentais précisément chaque endroit. Et j'étais là, debout sur le ring, et je frappais. Lui, il frappait, il continuait à frapper sur mon visage. Ensuite, il frappait par en dessous dans mon ventre. Il frappait sur mes côtes, et moi je me reculais. J'essayais pertinemment de me rattraper avec mes pieds sur le ring. Ensuite, c'était moi qui frappais sur ses côtes, sur le côté, et ensuite dans son ventre, sur ses épaules. Et ça continuait comme ça durant tout le ring, durant tout le match. À chaque fois, je regardais une personne qui était maquillée avec mes couleurs. Ensuite, quand le match s'est fini, je suis sorti du ring. J'ai regardé la personne qui était encore debout, mon adversaire qui était encore debout, et il y avait une personne, une jeune femme, avec un bikini noir, qui m'a apporté la ceinture. Je l'ai tenue, je l'ai soulevée devant tout le monde, et tout le monde m'a acclamé. J'ai félicité mon partenaire qui est parti, et je me suis retourné vers le public. Je me suis installé à l'Imperial Hotel de Tokyo. Quand je me suis installé à l'Imperial Hotel de Tokyo, j'ai regardé par la fenêtre. Je me suis souvenu de mon match, et j'ai regardé par la fenêtre. Il y avait cet immeuble avec une pub pour Coca. Il y avait cet immeuble avec une pub pour Coca. En dessous, il y avait un troisième écran. Il y avait un troisième écran en dessous avec une pub pour Fanta. Un autre écran juste à côté avec une pub pour Sprite. Je regardais cet immeuble. Il y avait deux écrans séparés avec une pub pour Coca. En dessous, il y avait une pub pour Fanta. Et juste à côté, il y avait une pub pour Sprite sur un grand écran. Sur un autre grand écran sur le côté, il y avait une pub pour Ginny. J'ai regardé attentivement les couleurs des logos. Les couleurs des logos étaient très différentes les unes des autres. Il y avait Fanta, orange. Il y avait Coca-Cola, rouge. Il y avait Ginny, vert. Et il y avait Sprite, gris. Je regardais les couleurs qui étaient sur les logos et qui étaient sur les écrans. Les pubs défilaient. Je me souviens encore de cette pub pour Orangina ou pour Fanta. Je pense que c'était Orangina. Je me souviens de cette pub pour Orangina, avec la petite Smart, la petite voiture qui roule. Elle roulait dans un endroit tout blanc. Elle faisait des drifts, des dérapages. Je me souviens de cette petite Smart qui faisait des dérapages et ensuite ça devenait une bouteille de Fanta. Ça devenait une bouteille de Fanta, ou alors peut-être que ça devenait une bouteille d'Orangina. Je ne suis jamais sûr. J'ai toujours confondu les deux. Orangina et Fanta. La seule chose que je sais, c'est que Orangina, il y a de la pulpe. Je sais que Fanta, il n'y en a pas. Alors je me souvenais de cette pub. Et pour Sprite, je me souviens de cette pub aussi. Sprite, je me souviens de la pub
où ce sont tous des élèves, des jeunes adolescents, au bord d'une fontaine d'eau, qui commencent à boire l'eau de la fontaine, et ils récupèrent plein de bouteilles de Sprite à l'intérieur. Quand ils ouvrent les bouteilles explosent, le bouchon pète, et il y a plein de Sprite qui sort. Ils boivent le Sprite ensemble, ils sourient, et ils récupèrent toutes les bouteilles de Sprite qu'il y a dans la fontaine. Ensuite, la fontaine, elle commence à faire couler du Sprite au lieu que de l'eau coule. Et les élèves commencent à récupérer les bouteilles les unes après les autres. Ils en sortent des centaines et des centaines. Et une jeune fille aux cheveux frisés et crôlés se présente à la caméra et montre une bouteille de Sprite. Je me souviens aussi d'une pub de Ginny. Celle-ci, elle est encore un peu abstraite et encore un peu floue. Celle pour Coca-Cola, je sais que c'est le logo qui apparaît en blanc sur un fond rouge. Celle pour Coca-Cola, je sais que c'est le logo qui apparaît en blanc sur un fond rouge. Et qu'ensuite, il y a une canette qui se présente avec une personne très énergique. On entend le psh de la canette. Quand on entend le psh de la canette, je me souviens à chaque fois, toutes les fois où j'ai bu du Coca-Cola. Et pourtant, je n'aime pas cette boisson. Mais à chaque fois que j'entends le psh du Coca-Cola, je me souviens tout le temps de toutes les fois où j'ai bu du Coca-Cola. Toutes les fois où j'ai bu du Coca-Cola simple, du Coca-Cola zéro, du Coca-Cola lemon ou du Coca-Cola light. Tous ceux qui sont sortis maintenant, à chaque fois je m'en souviens. À chaque fois. Et alors je regarde. Après, une jeune femme s'installe. Une jeune femme s'installe dans le couloir et j'entends de loin sa voix dire « Voilà, on est arrivé. » Les enfants rentrent à l'intérieur. Et je sens les suspensions du lit. Je sens le lit qui est en train de légèrement être écrasé par les pieds des enfants. Je me mets contre la porte. Et je sais que les enfants sont en train de sauter sur le lit. Moi, je m'installe, posant ma main droite à ma droite. Posant ma main droite à ma droite, proche de mon bassin, juste en dessous de ma côte. Juste en dessous de ma côte droite, sur le côté, juste à côté de mon bassin, du côté droit, je pose ma main droite. Juste en dessous de mon bassin, à côté du côté gauche, je pose ma main gauche, juste en dessous de ma côte gauche. Et je m'installe sur mon lit. Je garde la tête levée, les épaules droites, redressées en arrière. Et j'entends les enfants qui jouent, qui hurlent, qui rigolent. Et la mère qui est sûrement en train de déballer tous les vêtements dans la chambre, de ranger par ordre et par couleur. Par ordre et par couleur, elle est certainement en train de ranger les vêtements de ses enfants. Ces vêtements doivent certainement être pleins de couleurs pour les enfants. Du rouge, du bleu, du jaune, de l'orange. Et j'imagine leur armoire rangée, et la jeune mère qui range ça par ordre. Je me demande, va-t-elle les ranger par taille? Va-t-elle les ranger par couleur? Ou va-t-elle les ranger tout simplement par ordre, simplement par ses enfants? Du plus petit au plus jeune? Ou alors du garçon à la fille? Et je souris, penchant la tête vers la fenêtre. C'est le lendemain, pleine matinée. Je rejoins ma mère et ma famille. Tout le monde est là. Il y a ma mère dans une grande robe blanche. Dans une grande robe blanche, il y a ma mère, installée à une table. Elle me regarde, elle me fait signe. Elle se lève et j'arrive à voir les manches très serrées de sa robe contre ses poignets. Contre ses poignets, il y a les manches très serrées de sa robe. Elle me fait signe et j'arrive à voir les froufrous. Il y a les froufrous tout au bord de sa robe. C'est une robe avec des manches très serrées. Au bord, il y a des froufrous qui sont juste contre ses poignets. J'admire cette robe, elle a toujours été traditionnelle et très belle. C'est une robe blanche en soie, en tissu très fin. Cette robe blanche en tissu très fin et en soie, avec des froufrous à l'avant, des tout petits froufrous, qui sont juste contre ses poignets.
qui se laisse tomber. Elle me fait un signe de la main et pointe la table de haut. Elle me dit, de loin, sans trop crier. Sans trop crier, elle me dit de loin, « Viens t'asseoir ici !» Et elle crie mon nom. « Malik, viens ici !» Alors j'arrive, je la salue, je lui dis bonjour. Je m'assieds, je l'embrasse. Mon frère arrive derrière moi. Il me surprend en me prenant par l'épaule. Je le regarde. Je le prends par les épaules. Je lui fais un câlin. On se fait une accolade. Je l'embrasse. On se fait une accolade. Entre frangins, entre frères. Il me regarde et il me dit que ça fait depuis longtemps. Et je dis, pas depuis si longtemps que ça. Il me regarde et il me dit, depuis que t'es parti ici. Alors moi, je lui dis que je perds la notion du temps, avec tous les combats que je mène. Lui, pour rigoler, il me regarde, il dit « Tous les combats que tu mènes à la victoire ». Je le regarde et je m'assieds. Avec ma modestie, je m'assieds à la table. Il me dit toujours « Qu'est-ce que tu es modeste ?» Alors je m'assieds à la table et je dis « Je ne suis pas modeste, je suis réaliste ». Je dis que tous les combats, je ne les mène pas à la victoire. Ma mère commence alors à s'insurger. Ma mère s'insurge, mais pas méchamment. Elle me regarde et elle me dit « Mais enfin, Malik, tu mènes tous tes combats à la victoire, tu es un bon boxeur. » Je la regarde et je lui dis « Bon boxeur, oui, mais je ne mène pas tout à la victoire. » Alors mon frère me regarde. Ma sœur se met contre la table, s'appuie et demande alors si je peux expliquer mon dernier combat. Je lui dis que celui-ci je n'ai pas vraiment envie de l'expliquer. Les gens avaient l'air d'être plus avec la personne que je battais que la personne que moi tout simplement. Elle me regarde et elle me dit « Tu sais, c'est pas grave », s'installe-t-elle, en posant alors ses mains un peu plus en avant. En posant ses mains un peu plus en avant, à plat sur la table, elle me dit « Tu sais, c'est pas grave », s'installe-t-elle en me regardant. Et moi je dis que j'avais l'impression d'être comme abandonné sur le terrain, parce que personne n'était franchement avec moi, personne ne levait les mains pour moi. Tout le monde avait l'air de lever les mains pour le colosse qui est arrivé devant moi. Mon frère me regarde et il me dit « Et c'était qui ce colosse ?» Je le regarde et je lui dis « Aucune idée, je sais pas. » Il avait une sorte de ceinture en or, avec des contours noirs, rouges et blancs. Et ses couleurs, c'était le blanc, le bleu et le rouge. Il me regardait avec un air furieux. Dès qu'il a commencé à frapper, j'ai frappé aussi. C'est lui qui a gagné, évidemment, je n'ai pas mené ce combat à la victoire. Alors là, ma sœur s'est reculée, et elle a dit « C'est pas grave, de toute façon, on sait très bien que tu es un bon boxeur. » Alors je le regarde, et je lui dis « Oui, c'est sûr. » Esquivant mon frère qui essaye de m'attraper par l'épaule, et de faire semblant de me faire une prise, je l'esquive. Je le frappe légèrement sur l'épaule pour ne pas lui faire mal non plus. Je le frappe légèrement sur l'épaule. Le dîner commence et se termine très tard dans la nuit. Je rejoins Quena au centre sportif. Et il me regarde. Il me dit « Viens, je t'emmène quelque part. » Je regarde le centre sportif, pas sûr de moi, et je rentre à l'intérieur. Quena me dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» parce que j'attends devant et je ne suis pas rentré. Il arrive, me prend par le bassin. Je le regarde et je lui dis « Mais oh, qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « Viens, je t'emmène à l'intérieur. » Je retire son bras et je lui dis « Tu ne me prends pas par le bassin. Prends-moi par les épaules. » Alors, je lui dis « Tu peux me toucher les côtes, tu peux me toucher le ventre, tu peux me toucher les épaules, mais pas le bassin. » Il me regarde, lève les bras. Il lève les bras très légèrement, au niveau de ses côtes à lui. Il hausse les épaules et il dit « Ok, comme tu voudras, mais rentre, viens. »
On arrive à l'intérieur, il me présente une piscine olympique. Je lui dis, avec mon jeans noir, avec mon t-shirt noir, je regarde la piscine, je lève les yeux, je regarde le dessus de la piscine, les lampes qui éclairent. Je me tourne vers lui et je lui dis, que veux-tu que je fasse d'une piscine olympique? Il s'assied et il me dit, en mettant son jeans, habillé en civil pour une fois, je le regarde. Quena est habillé en civil et il me regarde. Un jeans bleu marine simple, un t-shirt blanc. Et sur ses épaules, un casque de musique. Un casque de musique sur ses épaules, un t-shirt blanc, un jeans bleu marine. Il met alors ses baskets, des Nike blanches. Il les plonge dans l'eau et il fait aller ses jambes dans l'eau de la piscine. Il me dit, viens t'asseoir à côté de moi. Moi, je ne mets pas mon jeans dans l'eau, je ne mets pas mes baskets noires dans l'eau. Je croise les jambes et je me mets au bord de la piscine. L'arrière de mon jeans est mouillé, mes cuisses sont mouillées, mes jambes sont mouillées, mais pas l'entièreté de mes jambes, pas mon tibia, juste un petit peu en dessous. Alors je me lève et finalement je marche. Je m'essuie à l'arrière et je m'essuie à l'arrière de mes jambes et mes mains sont humidifiées. Je le regarde et je lui dis, que veux-tu que je fasse d'une piscine olympique? Il hausse les épaules et il regarde un nageur. Il me dit, tu vas nager dans cette piscine. Je le regarde, je pars, je vais au vestiaire. Quand on est au vestiaire, je m'assieds. Je commence à m'énerver et je lui dis, je suis boxeur, pas nageur. Il me regarde et il me dit, tu sais que la piscine c'est l'un des sports les plus intenses au monde. C'est celui qui sculpte le mieux ton corps et qui fait aller le mieux tous tes muscles. Et si tu veux être à la hauteur pour ton prochain combat, fais de la natation. Je le regarde et je lui dis que je suis déjà au courant que la natation est un sport qui fait aller tes bras, tes jambes, tes épaules, ton bassin, tes côtes, bref, tout. Je suis au courant qu'il fait aller les côtes, qu'il fait aller la côte droite, la côte gauche, qu'il fait aller notre bassin, nos jambes, nos pieds, nos poignets, nos tibias, tout. Je suis déjà au courant et je le regarde et je lui dis, il est hors de question que je mette un bonnet, que je mette des lunettes de piscine et que je plonge pour te faire plaisir. Il part, Quena s'en va, ferme sa boîte qu'il avait avec lui. Il avait une boîte noire, avec des chaussures spéciales pour pouvoir marcher au bord de la piscine. Des sortes de Nike qui sont faites en caoutchouc. En la même matière qu'une semelle de chaussures. Il me regarde, s'en va, ferme sa mallette. Moi, je me retiens. Je me retiens de dire quelque chose, de lui dire « Attends !» comme si ce n'était pas trop tard. Comme si ce n'était pas trop tard, je me retiens de lui dire « Attends !» en tendant le bras. Je ne tends pas le bras. Je regarde par terre, je me retiens. Je ne le dis pas. Il s'en va. J'entends alors le bruit que fait sa voiture quand elle s'ouvre automatiquement. La porte s'ouvre en papillon. C'est une voiture noire. C'est une Audi. C'est une Audi RS 8. C'est une Audi RS 8 avec les portes en papillon qui s'ouvrent. Il se met à l'intérieur, prend le volant. Il empoigne le volant, passe la 4e vitesse, démarre et s'en va. Derrière lui, il laisse une odeur d'essence et de diesel qui est insupportable et qui monte à la tête, qui me fait mal au sinus. Je m'en vais un peu plus loin et je suis bien content de ne pas avoir dit à temps. Un soir, une jeune femme, appelée Dominica, me téléphone. Elle me dit que son patron m'avait vu quelque part. Boxer et travailler, faire mon travail, être un boxeur. Alors Dominica me parle. Elle me parle avec une voix plutôt apaisante. Elle me dit que son patron
est en Russie, vit en Russie. Je lui dis que je ne suis pas franchement fasciné par la Russie. Celle-ci me répond que son patron veut absolument la voir. Je lui dis que je viendrai. Arrivé en Russie, après avoir pris l'avion, son patron me regarde. Il tourne autour de moi, avec une canne noire à la main, qu'il serre très fort. Lui aussi a un bandage sur la main, qui est elle-même bandée et accrochée à sa canne. Il me bouge de tous les côtés, avec sa canne qui est sur le sol. De temps en temps, il la lève et il me la pose sur l'épaule. Il me bouge sur la droite, puis sur la gauche. Il me regarde et ne fait que des petits murmures. Il ne fait que des petits murmures satisfaits. Je le regarde lui. Dominika est à l'arrière. Elle tient en main un bloc de feuilles. Manifestement, il est écrit des choses dessus, parce qu'elle n'arrête pas de soulever des feuilles. Elle en soulève une, puis une autre, puis une troisième. Et elle regarde. Elle a l'air intéressée par ce qui est écrit dessus. Je n'ose pas lui demander. Je reste avec son patron. Il y a 2 grands fauteuils en cuir. Devant un grand feu. Il y a de l'air. Un appel d'air qui visiblement fait grandir les flammes. Il y a un appel d'air qui fait grandir les flammes, et cet appel d'air qui a fait grandir les flammes m'a surpris. Avec un sourire aux lèvres, le patron de Dominika me regarde, et il me dit « C'est un appel d'air », avec une voix tout aussi apaisante que celle de Dominika. Je ne m'attendais pas à voir un Russe, comme ça, aussi apaisant, aussi calme et aussi simple d'esprit. Il me dit alors qu'un combat se prépare. Alors je lui dis qu'en tant que boxeur, je suis toujours prêt pour un combat. Il m'explique que le combat n'est pas comme les autres. Je m'assieds et une jeune femme avec un vêtement noir, une jeune femme avec une longue robe noire, avec un petit bustier blanc, s'approche et me dit « Voulez-vous un verre ?» Je la regarde et je lui fais un simple geste. « Non merci », je lui réponds. Elle s'en va. Et elle ne revient plus. Elle s'en va, elle ne revient plus. Et je demande au patron de Dominika. Est-ce que je l'ai vexée? Elle. Il se tourne. Et il dit elle. Non, non, vous ne l'avez pas vexée. Sa voix a l'air si certaine. Sa voix a l'air si certaine, si affirmée, si sûre de lui. Et il dit que non, je ne l'ai pas blessée. Mais je vais quand même voir la jeune femme. Elle est assise sur une chaise, juste à côté d'un rideau noir. Je m'assieds, et pour commencer la conversation avec la femme, je lui dis « Ils sont beaux ces rideaux noirs ». Celle-ci me corrige et me dit « C'est rouge très très foncé ». Je la regarde et je dis « Manifestement, il y a beaucoup de rouge en Russie ». Elle lève les yeux et elle me repropose un verre. Je dis cette fois-ci, je dis oui, parce que je suis en compagnie de la jeune femme. Je suis en compagnie de la jeune femme, je prends mon sac que je vais chercher juste devant le feu. Juste devant le feu, je vais chercher mon sac. Je le prends avec moi. Les flammes me saisissent. Elles sont assez grandes et impressionnantes. Je vais m'asseoir à côté de la jeune femme. Mon sac, je l'ouvre, je le pose par terre à mes pieds. Je prends alors ce qui m'a toujours servi. Ce qui m'a toujours servi pour un match, je le prends. Les plaques de plâtre que j'ai fait couler. Je les regarde.
Et je dis à la jeune femme, prenez ça. Je lui explique que les plaques, c'est pour mettre sur mes doigts, pour frapper plus fort. Je lui montre les nombres de bandages et de rouleaux de bandages que j'ai dans mon sac. Je lui dis que ça, je le passe autour de mon poignet ou autour de mes poings pour pouvoir serrer les plaques. Pour pouvoir serrer les plaques, je les passe autour de mon poignet, autour de mes poings. Et je fais comme des gants avec, en passant devant, derrière, sur la gauche et sur la droite. Elle est intéressée, et je continue. Je lui montre mes gants de boxe avec les lacets. Ils sont noirs, avec mes couleurs dessus. En ligne, orange, noir et blanc, avec un peu de rouge. Elle regarde, elle se remaquille. Elle regarde et reprend tout ce qu'il y a dans mon sac. Elle me pose des questions et on commence à parler à deux, jusqu'à ce que le patron de Dominica vienne me récupérer. À cause de ce combat au couteau, je me retrouve à l'hôpital. Pas pour moi, mais pour la personne avec qui je me suis battu. On m'avait offert un couteau plus grand, donc j'étais avantagé. On m'avait offert un couteau plus grand. La personne était allongée dans le lit, et je suis venu à côté d'elle. Je me suis posé sur le bord du lit. Quand elle s'est réveillée, je suppose qu'en premier, elle a dû voir la lumière étincelante et blanche. Je suis resté à côté de lui, et la première chose que je lui ai dite, c'était ça va, partenaire, même si je le connaissais pas. Quand il a ouvert les yeux, j'ai eu des flashs. Je me suis souvenu de mon pied serré contre le matelas dur. Je me suis souvenu du son de la lame quand je l'ai percé. Je me suis souvenu du son de la lame. Je me suis souvenu des nombreuses esquives. Je me suis souvenu du son que faisait mon pied sur le sol dur quand j'étais en train d'esquiver. L'odeur de la transpiration, encore une fois. Une odeur qui me suivra partout, décemment. L'odeur de la transpiration, l'eau dans ma bouche, le goût du sang entre mes dents, entre mes joues, à l'arrière de ma bouche, le goût du sang, le goût du métal tout devant les incisives. Devant les incisives, le goût du métal. Devant les canines, le goût du sang. En dessous de la langue, l'eau que j'avais bue il y a 5 minutes. Re-rentrer sur le combat. Je me souviens de la lumière des gradins, le nombre de fois que je suis tombé par terre, que j'ai dû éviter le couteau. Mais j'avais tout le temps ce flash de quand je l'ai planté. Quand je l'ai embroché avec la lame, je la vois encore traverser son corps. Ça me désole, mais je reste à côté du lit. Sagement, je reste à côté du lit. Ça me désole de le voir comme ça dans cet état. C'est la personne avec qui j'ai travaillé. Et alors, Dominica arrive par derrière, mettant sa main sur mon épaule. Et son patron me regarde. Je le regarde avec un air furieux. Il me répond une seule chose. Ce sont les risques du métier. Je regarde par la fenêtre et je m'intéresse à autre chose. Autre chose que ce qu'il a dit. Autre chose que Dominica. L'intérieur de la pièce est froide. Une infirmière rentre et s'installe sur la chaise. Elle commence à prendre la tension. Elle fait attention à lui, elle prend sa tension. Elle prend les paramètres et regarde son cœur.
J'essaye de me mettre à sa place en me mettant à la fenêtre. Je me dis que le stéthoscope doit être froid. Je me dis que son cœur doit battre très lentement. J'essaye d'imaginer la puissance du sang dans ses veines. J'essaye d'imaginer les bulles d'air dans la seringue avant qu'elle ne frappe 2 fois avec son doigt et qu'elle ne le plante dans son bras. J'essaye d'imaginer la douleur qu'il peut peut-être ressentir, ou pas. Je me mets à côté de lui assis sur une chaise. Je demande à rester un instant seul. Elle ferme les rideaux et m'enferme avec lui dans un cube. Dans un cube, un carré, avec 2 rideaux fermés, qui passent au-dessus, sur des rails. Sur des rails, les rideaux passent au-dessus, et ils tombent. Ils tombent autour de nous. Les rideaux sont jaunes. Les rideaux sont jaunes, et alors avec la lumière du soleil, ça fait une lumière plutôt tamisée et éclairée. Ça fait une lumière jaune, tamisée, plutôt éclairée à l'intérieur. Je réouvre les rideaux quand on a fini de parler. Et lui, un sourire aux lèvres, aperçoit la lumière jaune des rideaux. La lumière jaune, jaune clair, presque blanche. Je rejoins Dominica à la fenêtre et son patron. Je lui dis que ce ne sont pas les risques du métier, mais les risques du couteau que tu m'as infligé et que tu m'as mis dans les mains. Je vais voir l'école dans laquelle j'ai appris le MMA. Quand je vais voir l'école dans laquelle j'ai appris le MMA, la Red Room Academy, j'y vais, et il y a plein d'enfants. Devant la porte, je me tiens droit, et plein de souvenirs me reviennent. Il y a plein de souvenirs qui me reviennent, moi, petit, qui arrive avec mon sac. Dans mon sac, mes gants de boxe qui dépassent. Mon sac est fermé. À l'intérieur, il y a certainement à manger et une bouteille d'eau. Certainement plusieurs bouteilles d'eau. Peut-être une bouteille d'eau de 1 litre. Peut-être une bouteille d'eau de 1 demi-litre. Il y a certainement à manger pour le midi et pour le soir. Peut-être même des barres énergétiques. Mon sac est rempli. Un sac pour une personne qui va faire du sport. À côté, il y a mes gants de boxe qui sont attachés. Ils pendent et mon sac est accroché à moi, à mon épaule. La lanière, les 2 lanières sont accrochées à mes épaules. Je me tiens devant et je regarde la grande porte. Je regarde l'écriteau sur lequel il est écrit Centre sportif. Je me tourne vers un arbre et avant tout, je vais en dessous de l'arbre. Je vais en dessous de l'arbre avant tout et je reste là. Je regarde encore une fois l'écriteau et le grand mur d'escalade à l'extérieur. Je regarde le grand mur d'escalade à l'extérieur. Je l'imagine comme un schéma, comme quelque chose qu'on peut imaginer. Je l'imagine un peu comme quelque chose qu'il faut atteindre, et je me dis qu'un jour, j'arriverai tout en haut. Je me dis qu'un jour, j'arriverai tout en haut de ce mur d'escalade. Je me mets devant, je lève la tête, et je lâche mon sac. D'abord, j'enlève la lanière droite, puis la lanière gauche. Ensuite, je laisse tomber mon sac, du côté droit. Je le récupère du côté gauche, et je le laisse tomber du côté gauche. Je regarde le mur, fasciné, comme si c'était un objectif à atteindre. Comme si tout en haut, c'était un objectif à atteindre. En haut, il y a l'écriteau, sur lequel il est écrit centre sportif. Il est écrit Académie Red Room. Je rentre à l'intérieur et plein d'enfants me reconnaissent. Et puis quand je rentre à l'intérieur, plein d'enfants me reconnaissent. Ils sont occupés de mettre leurs chaussures de sport, occupés de rassembler leurs vêtements, de plier les vêtements propres, de les ranger. Un jeune enfant me reconnaît. Il est à son casier avec son sac, range des affaires, des vêtements. Il a 2 livres en main. Je ne sais pas de quoi ils sont.
je ne lui pose pas la question. Je passe devant lui, sans précipitation. Lui se précipite vers moi, et il me demande si je suis un joueur de boxe. Je lui réponds que oui. Il me demande mon nom. Je lui réponds Malik. À cet instant-là, il le sait. Il le sait que je suis la personne qu'il admire. Je suis la personne qu'il admire. Je suis le boxeur qu'il a toujours représenté. Je le regarde. Je pose ma main sur sa tête, je lui ébouriffe les cheveux. Et je lui dis, un jour tu deviendras comme moi, comme le grand Malik, en parlant de moi à la troisième personne. D'autres enfants arrivent, et je n'arrive plus à entendre qu'une seule phrase. Est-ce qu'un jour on deviendra comme toi? Est-ce qu'un jour on sera aussi grand que toi? Est-ce qu'un jour on atteindra ton niveau? Est-ce qu'un jour on boxera aussi fort que toi? Est-ce qu'un jour on frappera aussi fort que toi? Est-ce que tu peux frapper devant nous? Est-ce que tu peux frapper sur le mur? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Qu'est-ce que tu fais avant tes combats? Toutes des phrases que je ne sais plus qu'entendre les unes après les autres. Les enfants me regardent et commencent à se changer, mais toujours aussi fascinés par moi. Je pars alors sur le côté. Je m'assieds par terre. Il y a une vitre au-dessus de là où je me suis assis par terre. Je me sens observé, donc je sais que tous les enfants sont en train de lever les yeux dans le vestiaire pour me regarder. Je prends mon sac, je me lève, je leur fais un signe. Je dis « courage ». Je dis « courage » et ils savent lire sur mes lèvres. Ils lisent sur mes lèvres, je le vois très bien. Je leur dis « courage », faisant un signe de la main. Levant la main, je dis au revoir, je prends mon sac, le mets sur mon dos. Je vais voir l'entraîneur et il me dit que j'ai bien grandi depuis. Évidemment, je lui dis que je suis devenu boxeur professionnel. Quand je le regarde, je faisais au moins 3 pommes de plus que quand j'étais petit. Quand il me regarde, il me dit « tu fais au moins 3 pommes de plus que quand t'étais petit ». Je lui dis « normal, j'étais ici quand j'avais 11 ans. Aujourd'hui j'en ai 23 ». Je m'approche du miroir, lui aussi. Il me fait une accolade. Il me fait une accolade et on s'approche du miroir. On se regarde et je dis cette phrase « c'est à croire que tu étais mon entraîneur ». L'avion atterrit et j'arrive au pied du mont Fuji. Quand l'avion atterrit, j'arrive au pied du mont Fuji et je regarde patiemment. Patiemment, je regarde la montagne. J'observe chaque trait, chaque détail, chaque trait dessiné par la nature. Je les observe. J'ai besoin d'un moment de silence. Après ce qui s'est passé, ce combat que j'ai perdu, j'ai besoin d'un moment de silence. Je regarde le soleil, à demi caché derrière la montagne. À moitié caché derrière la montagne, je regarde le soleil. Il éclaire. Il éclaire tout. Les cerisiers du Japon, la forêt verte. Très proche de moi, il y a une mallette, un bagage et une valise. Il y a une valise noire, une mallette et un bagage juste à côté et je les prends. La mallette à mon poing, à mon poignet, dans ma main. Le bagage sur mon épaule et la valise que je laisse traîner par terre, que je prends à l'autre main. Je la traîne jusqu'à une chambre d'hôtel. Arrivé à l'hôtel, une femme me demande mon nom. Je dis Malik. Elle s'installe et elle dit « Bienvenue Malik » avec un accent japonais. Avec un accent japonais, peut-être sud-coréen. Je demande poliment, avec politesse. Avec politesse, je m'assieds sur le lit, je commence à ouvrir mes bagages, je sors mes gants de boxe, les nombreuses plaques de plâtre, les nombreuses bandes de bandage
je les sors. Je les dépose les unes à côté des autres. Juste en face, je mets mes gants de boxe. J'appuie une fois dessus, deux fois dessus. Légèrement. Ils sont noirs avec des lignes. Une ligne brune un peu orange, une ligne noire, une ligne blanche et une toute petite fine ligne rouge. Je regarde mes gants, je les pose à côté. La jeune femme s'affirme. À côté de moi, elle se pose sur une chaise qui est censée être un repose-pied et elle dit « Vous êtes boxeur ?» Je dis oui. Et elle me demande pour quelle raison professionnelle est-ce que je suis ici. Je lui dis que moi-même je ne sais pas encore. À cet instant-là, elle referme la porte derrière et elle me dit « Bon séjour ». Je regarde tout autour de moi. La vue est éclairée par un beau soleil. Tout autour de moi, la vue est éclairée par un beau soleil rouge, rouge intense, voire même orangeâtre, jaune. Orangeâtre, jaune, rouge, la vue qui est éclairée. Je regarde. Je m'installe sur le sol et la seule vue que je peux apercevoir, c'est ce soleil brillant. Ce soleil béant et brillant, rouge, derrière, à demi caché. Un soleil qui est à demi caché derrière la montagne. Je le regarde. Il est brillant et béant, et énormément noir. Énormément noir, la montagne, les arbres. Les troncs des arbres, les branches des arbres sont noirs, un noir profond, un noir fantôme, un noir corbeau, telle la plume du corbeau. Telle la plume du corbeau, tel le chant d'un fantôme, telle la nuit étoilée. Les arbres, les branches, les feuilles, les petits bourgeons sont tous très noirs. La lune derrière est blanche et éclaire le ciel qui est en train de s'assombrir peu à peu. Le soleil qui s'en va, qui est à demi caché derrière la montagne, est très rouge. J'ai l'impression que le soleil et la lune se sont réunis dans le ciel, et que la nuit et le jour sont en même temps là, juste en face. Le mont Fuji est un endroit incroyable pour voir des vues aussi belles. Je me retourne et je dis à la jeune dame en ouvrant ma valise, je dis « Est-ce que les vues sont toujours comme ça ici ?» Elle s'affirme en disant « Oui », en faisant un signe de la tête. Et elle dit « Oui, nous sommes au Japon. Les vues sont toujours rougeâtres, orangeâtres, jaunâtres. Et les arbres, les ombres sont toujours noires. Ça rappelle aussi les spectacles d'ombres chinoises. » Avec ma voiture, je reviens à la Red Room Academy. Les enfants me supplient tous en me regardant. Je change de vêtements et il y a un enfant qui s'approche de moi. Il me dit « Est-ce que c'est tes vêtements qui puent la transpiration ?» Je le regarde avec un sourire au coin des lèvres. Quand il me dit « Est-ce que c'est tes vêtements qui puent la transpiration ?» Je le regarde et je dis « Mes vêtements sales. » Il me dit « Oui, ceux-là, ceux avec qui t'as combattu. » Je le regarde et je lui dis « Non, ceux-ci ce sont les propres. » Je les pose, pliés en carré. Pliés en carré, à côté, je pose le t-shirt blanc qui me sert pour me changer. Le t-shirt blanc qui me sert pour me changer. Je le pose par terre, plié en 4. D'abord plié avec les épaules rabattues à l'intérieur, ensuite plié comme un vrai t-shirt, puis plié une 4e fois, en petit carré. Le même t-shirt gris est à côté. Celui-ci est sale et sans la transpiration. Je rappelle à l'ordre le jeune garçon qui voulait mon t-shirt qui sentait la transpiration. Il arrive et il me regarde avec admiration. Et il me dit « Oui, Malik », avec une voix simple. Avec une voix simple, il me dit « Oui, Malik, qu'est-ce qu'il y a ?» Je le regarde, je m'assieds sur le bord. Et je dis « Viens te mettre ici ». Il se met sur ma jambe.
Je le regarde. Le jeune enfant sourit. Je prends mon t-shirt gris et je lui dis, celui-là, c'est celui que tu cherches. Il part et le regarde, discute avec ses amis. Moi, un instant, assis sur le côté, je vais voir le prof. Je dis au prof, mettez quelques tatamis, les uns à côté des autres. Le prof installe des tatamis, demande à 2 élèves de venir l'aider. 2 élèves se dévouent et vont déposer des tatamis. Ils regardent le prof qui a l'air plutôt content et plutôt heureux de mettre les tatamis les uns à côté des autres. Les 2 élèves regardent et disent « C'est pour Malik ?» Le prof ne répond pas. Il tourne juste la tête. Alors ils ont compris que oui, que c'était pour lui. C'était pour moi, ils l'avaient compris, simplement en tournant la tête. Alors je commence à me battre. Je commence à me battre et je m'appuie sur le sol. Les enfants me regardent. L'enfant qui a mon t-shirt le secoue en l'air comme un drapeau. Ils sont tous occupés à boire et à s'hydrater. Conseil que je leur ai donné quand je suis rentré. Quand je suis rentré, je suis resté devant un instant. Le premier conseil que j'ai donné, c'est buvez tant que vous pouvez, autant que vous pouvez. Ils me regardaient tous en train de combattre. Ensuite, je me suis levé et j'ai dit « Qui veut essayer de venir me combattre, moi ?» Ils se sont tous levés. Et ils sont venus. J'avais une horde d'enfants en face de moi. J'avais une horde d'enfants en face de moi qui m'admiraient et qui voulaient se battre avec moi. Je ne savais pas s'il fallait que je sois perplexe ou s'il fallait que je sois tout simplement normal. Je suis resté normal parce que dans ma tête, je savais que les enfants que j'avais en face de moi m'adoraient tous au même niveau. Au même niveau, je savais qu'ils m'adoraient tous. Mais ils voulaient se battre avec moi. Alors je ne savais pas trop quoi en penser. J'étais un peu à côté de la plaque. Je ne savais pas quoi penser, quoi dire, quoi faire, comment réagir. Alors j'ai attaqué comme au combat. J'étais perplexe, pas sûr de moi. Et au combat, je ne suis jamais sûr de moi, et je me suis rappelé que mon entraîneur, il m'essuie toujours le visage avec un essuie. Je suis parti dans les vestiaires, je suis revenu, ouvrant le premier casier que j'ai vu. Le premier casier ouvert que j'ai vu avec un cintre et un vêtement qui était cintré dessus. Un miroir sur lequel je me suis regardé un instant. Je me suis dit ressaisis-toi en me donnant une petite gifle. Je suis parti, et là, j'ai combattu les enfants, les uns après les autres, sans faire attention ou sans prendre garde au fait que ce soit des enfants. Je les ai combattus comme je le fais sur le ring. Dans une école de MMA, plein d'enfants m'attendent. Je les regarde. Impatiemment. Ils sont tous là. Ils me regardent. Eux aussi. Alors, j'en prends avec moi. Et à chaque fois, je leur donne un conseil. Tous les enfants ont l'air de penser que le conseil va être à chaque fois le même. Comme par exemple, mange des fruits, bois beaucoup d'eau, dépense-toi, fais quelque chose, bats ton premier combattant comme si c'était le dernier. À chaque fois, j'ai l'impression que l'enfant pense que ses conseils vont être toujours les mêmes. Combat, comme si c'était ton dernier combat. Bats ton dernier combattant, comme si c'était le dernier à battre. Mange des fruits. Ou alors bois de l'eau. Mais non, chaque fois j'en prends un, et je trouve un meilleur conseil. Chaque fois mieux que le suivant. Ensuite, il y a leur prof, une femme extraordinaire. Elle arrive avec des chaussures de sport noires, habillée tout en noir avec un bustier noir.
Elle me regarde, de loin. Elle s'assied à côté de moi. Et elle dit, Malik, ils t'adorent tous. Je le sais. Elle m'offre une canette. Et on commence à marcher dans la rue, tout autour de l'école. Elle me dit, comment t'as démarré? On discute et je lui dis, oh, j'ai démarré comme tout le monde. J'ai été voir la première personne avec qui je me suis battu. Elle se tourne vers moi, puis s'assied par terre, sur un caillou juste à côté d'un rocher, un grand rocher. Juste à côté d'un grand rocher, il y a un caillou. Elle s'assied dessus, sur ce caillou, un gros rocher. Elle se met contre. Et elle me dit, c'est qui la première personne avec qui tu t'es battu? Je souris, je baisse la tête. Elle rigole légèrement. Un petit rire, tout simple et léger. Et elle me dit, pourquoi tu rigoles? Je lève la tête et je dis, mon frère. Elle rigole elle aussi et elle me dit, alors t'as commencé ta carrière à partir des bastons que tu avais avec ton frère? Je la regarde, je rigole et je lui dis, quelque part, oui, j'ai commencé ma carrière à partir des bagarres que j'avais avec mon frère. Tard le soir, quand on se prenait la tête. Elle rigole elle aussi, et elle m'imagine. Elle dit ça, et elle m'imagine dans mon lit, avec mon frère, faisant des batailles de coussins, chargeant nos coussins de tout ce qu'on pouvait, et se frappant l'un l'autre. Je la regarde, je lève les yeux. Je regarde les enfants à l'intérieur, qui essayent tout plein de combats différents. Ils essayent tout plein de prises différentes. Et je me lève. J'en vois un qui est entre 3 personnes, entre 3 élèves. J'en vois un qui est entre 3 élèves. Je me retourne vers elle, vers la prof, et je dis décidément, il m'aime bien. Elle hausse les épaules, rentre à l'intérieur, et elle dit stop. Ils arrêtent tous. Je vais dehors, je regarde. Ils ont tous arrêté, mais ils ont tous au moins fait une fois mes prises. Je les regarde, et je m'assieds avec eux à l'intérieur. Tous viennent se mettre devant moi, jambes pliées par terre contre le sol. Jambes pliées par terre contre le sol. Jambes croisées par terre contre le sol. Assis, tous, le dos relevé, les épaules dressées. Les épaules dressées vers l'avant, le dos relevé. Ils me disent, raconte-nous une histoire, Malik. Je raconte un combat, et ils sont tous à l'écoute. Je rentre à Bombay, voir ma famille. Je passe à côté d'une ruelle, et j'entends une femme pleurer. J'entends cette femme pleurer, soupirer aussi. J'entends cette femme pleurer et soupirer. Je passe à côté de la ruelle, et je vois un homme. Il marche nerveusement, et s'énerve sur la jeune femme. Il s'énerve sur la jeune femme et marche nerveusement. Je le regarde, et je lui dis, calme-toi. Je sais que je ne sais pas ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pu faire, ou peut-être qu'elle n'a même rien fait, que c'est tout simplement la personne qui est comme ça. Je lui dis calme-toi, et il me regarde. Quand je lui dis calme-toi, il me regarde avec des yeux méchants, néfastes. Ses yeux sont méchants, agressifs, vengeurs. Je le regarde et je lui dis, il n'y a pas de quoi s'énerver. Je lui dis, en mettant mes mains au niveau de mes épaules, il n'y a pas de quoi s'énerver. Et lui s'avance. J'entends alors le clic d'une lame qui se déploie. J'entends le clic
d'une lame qui se déploie. Dans sa main, un petit couteau dans sa main. Je le vois alors avec un petit couteau. Et je lui dis, calme-toi, ok, on va parler. Je m'assieds et il me dit, ton téléphone. Je dépose mon téléphone par terre. Je l'avance. Je l'avance sur le sol. Le sol, c'est des dalles de béton qui n'ont pas bien été lissées. Alors je suis en train de penser, quand j'avance mon GSM, que la vitre de mon GSM va être totalement griffée. Il prend mon GSM et me dit « ton sac maintenant ». Je garde mon sac accroché et je dis « ça je regrette, non ». Il me regarde, s'énerve et commence à dire « ton sac ». Je me recule et je dis « ça je regrette, mais non ». Je plonge mes mains dans mon sac. J'agrippe mes gants, je les mets. Je me dis « j'ai peut-être pas de bandage, j'ai peut-être pas de bandage, j'ai peut-être pas de marque de plâtre sur les mains, mais j'ai mes gants. Alors je commence à me battre. Prêt ou pas. J'esquive, je frappe, j'esquive. Je me souviens de cette phrase que m'a dit mon entraîneur. Battre ou être battu, frapper ou être frappé. Alors dans ma tête résonne cette phrase, frapper ou être frappé. Je frappe. Lui enchaîne avec une autre série de coups. Il enchaîne avec une autre série de coups. Je frappe, je le regarde, je le tiens par les côtes. Agressivement, il commence à s'avancer. Il serre les poings. J'arrive à sentir une douleur, un mal. J'arrive à sentir un mal, une douleur qui s'échappe de lui. Mais j'arrive surtout à sentir de la méchanceté, de la violence. Je sens de la méchanceté, de la violence et de la haine qui s'échappent. Avant tout aussi un mal quelque part, peut-être incurable. Alors je le regarde et je ne lui dis rien, mis à part peut-être qu'il a des problèmes. Moi je disais que quand j'avais des problèmes, j'allais à la salle. Tout en frappant, je lui parle en fait. Tout en frappant, je lui parle. Lui esquive mes paroles, ou alors peut-être qu'il les boit. Peut-être qu'il boit mes paroles, peut-être qu'il les esquive, aucune idée. Je suis concentré en même temps sur ce que je dis et en même temps sur le combat. Il me regarde et me dit « mon sac ». Il me demande « mon sac ». Il me dit « ton sac, ton sac ». Je lui réponds « ça non, tu peux rêver ». À chaque fois, il dit « ton sac, ton sac ». Et je vois que derrière lui, il a son sac à lui. Un sac blanc qui est un peu gris. Un sac blanc qui est un peu gris. Manifestement, il a été beaucoup utilisé. Le mien, c'est un sac noir qui n'a pas été beaucoup utilisé. Enfin si, plusieurs fois pour quelques matchs. Mais bon, comme j'en prends soin, il est très propre. Comme nouveau, comme neuf. Comme nouveau, comme neuf. Comme si je venais de l'acheter. Comme si j'avais acheté ce sac hier. Alors il me le demande et il me le dit, je ne le répéterai pas 2 fois. Donne-moi ton sac. Je le regarde avec un regard un peu plus sérieux, parce que jusqu'à là j'ai été gentil. Et je dis, non. Je suis désolé, mais non. Je me redresse, redressant les épaules, redressant mon buste, serrant le ventre, redressant les épaules, redressant mon buste, me mettant droit devant lui. Je rentre la tête et je le regarde avec un regard sérieux. Lui lâche son arme et voit la posture que j'ai prise. Une posture qui impose le respect. Une posture qui impose le respect, une posture que je fais durant tous mes combats au début. Il me regarde et voit à quel point je suis musclé. Il me dit « c'est bon » et s'enfuit en courant. Je le regarde partir et je lui dis que pour info il a oublié son petit sabre. Il vient le rechercher, s'enfuit et il me supplie de ne pas appeler la police. Je lui dis que je ne le ferai pas, je sais régler mes comptes tout seul. Il revient en courant, chercher son couteau. Il revient en courant chercher son couteau.
et il me regarde. Moi, tout simplement debout en position de combat, les épaules redressées, dressées vers l'arrière, mes gants enfilés, alors je prends le temps. Je prends le temps de mettre mes gants, de les lacer. Je lace mes gants, je les enfile. Une fois enfilés, après avoir lacé mes gants, au-dessus, je mets du bandage. Je fais une croix de haut en bas, de droite à gauche. Une croix de haut en bas, de gauche à droite. Ensuite, je les aligne horizontalement. Et je fais un tour, 2 tours, 3 tours. Même chose pour en bas. J'aligne horizontalement le bandage sur la croix. Et je fais horizontalement un tour, 2 tours, 3 tours. Ensuite, je serre un peu plus. Sur mes doigts, à l'intérieur de mes gants, je mets une barre de plâtre. Je passe devant, sur les 2 premiers doigts. Devant, sur les 2 autres premiers doigts. Sur l'index et le majeur. Sur l'auriculaire et l'annulaire. Je passe une fois, 2 fois, une fois et 2 fois. Et je repasse en croix au-dessus de ma main. Ensuite, je repasse devant, sur mon poing, sur l'auriculaire et l'annulaire. Ensuite, sur le majeur et l'index, je repasse après avoir fait une croix de bas en haut. Et je fais ça plusieurs fois. Ensuite, je mets mes gants. Il essaye de me frapper. Je récupère son couteau. Quand il revient vers moi, il essaye de me frapper. J'esquive, je le frappe dans le ventre, sur les côtes, à gauche. Je récupère son poing. Je le serre très fort. Je lui dis « Non ». Je penche la tête, satisfait de moi. Il s'en va en courant dans le noir, après avoir récupéré son couteau.